Merci de nous recevoir chez Merci vous. de nous rejoindre sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Après les titres, place au développement. Bienvenue à tous. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des casques bleus. Bonsoir Mathieu et bienvenue à tous le rapport confidentiel. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. L'actualité continue avec la revue de presse. Et c'est l'heure de la revue de presse avec à la présentation Arlette Français Matongo. de prison, conflit BBC Afrique. Le grand rendez-vous de l'actualité qui a dominé la semaine qui vient de s'achever, c'est la rétrospective. Et de votre fidélité à Télé 50. Information 24/24. À chaque heure, à toute heure. Télé 50, simplement congolais. Roger Lumbala en préparation d'une nouvelle rébellion contre son pays, la RDC. Le député national de Mbuji-Mayi est à Kigali en quête d'un soutien militaire et humain pour mener sa mission. Les détails dans ce journal. Les agents fictifs de l'administration publique congolaise bientôt démasqués. Confirmation de Daniel Mukoko Samba. Le vice-premier ministre Budget affirme que certains comptes bancaires ouverts n'ont jamais été en mouvement depuis janvier. Vous le suivrez dans ce journal. Ravi de vous retrouver, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour vous informer. Vous aurez peut-être du mal à y croire et pourtant c'est vrai. Roger Lumbala, député national élu de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental et président national du RCDN, un des partis de l'opposition, est à Kigali. Il est en quête d'un soutien militaire et même en homme. Les rebelles d'hier est en passe de renouer avec sa vieille habitude. Il se prépare à monter une autre rébellion contre son pays, la République démocratique du Congo. La politique est-elle un métier des insatiables? En tout cas, la question mérite d'être posée quand cette information est tombée ce matin dans notre rédaction. L'élu de Mbuji-Mayi et président national du RCDN qui s'était rendu à Paris en France pour raison de santé séjourne à Kigali, au Rwanda. Selon nos sources, Roger Lumbala a été vu en compagnie des militaires rwandais par les services congolais d'intelligence qui ont suivi tous ces mouvements depuis Paris jusqu'à Kigali, où les services rwandais de sécurité l'ont accueilli et logé. Des informations confirmées par des services de renseignement belges dans la capitale rwandaise. Ces conversations téléphoniques avec les autorités rwandaises ont été tracées. Roger Lumbala, ancien membre du RCD Goma, qui avait choisi de rejoindre Jean-Pierre Bemba à travers une nouvelle faction rebelle, le RCDN, à Bafoussende scindé dans la province orientale, un mouvement allié au MLC, et tous deux parrainés par l'Ouganda, n'est pas sa première aventure dans la déstabilisation de son pays. Que diable? Qu'est-il parti chercher dans cet imbroglio sans fin? Vous le savez, c'est depuis lundi que Didier Reynders est dans nos murs. Le ministre belge des Affaires étrangères est en visite officielle de 4 jours en République démocratique du Congo. Objectif, discuter avec les autorités congolaises du conflit qui sévit présentement dans l'est du pays. Reynders a rencontré lundi tour à tour son collègue congolais Raymond Tshibanda, le premier ministre Matata Mponyo, ainsi que le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou. Une rencontre avec le chef de l'État Joseph Kabila est également prévue avant de se rendre à Kigali au Rwanda. Les agents fictifs de l'administration publique congolaise sont sur le point d'être démasqués. Un indice révélateur, certains comptes bancaires ouverts n'ont jamais connu un mouvement depuis janvier dans des banques, ce qui porte à croire à des agents fictifs, a déclaré Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre au budget lors de la réunion de la Troïka politique tenue ce mardi. Suivez. Le gouvernement congolais veut en finir complètement avec les agents fictifs et réussir absolument le processus de la paie par voie bancaire des agents et cadres de l'administration publique. Et la réunion de la Troïka politique de ce mardi a été amplement révélatrice en ce qui concerne la masse salariale payée aux fonctionnaires. Environ un an après la mise au point de cette expérience par voie bancaire, les vice-premiers ministres et ministres du budget a révélé que des comptes ouverts depuis janvier dans certaines banques n'ont jamais été mouvementés, ce qui laisse penser à des éventuels agents fictifs. Les chiffres évalués à plus d'1,60 milliard de francs congolais des reliquats, la somme d'argent accumulée dans des banques depuis août 2011. Certaines banques nous ont déjà confirmé qu'il y a des comptes ouverts en janvier de cette année qui n'ont jamais été mouvementés. Et nous considérons donc qu'il s'agit de fictifs
Et la Troïka d'aujourd'hui a pris la décision de demander à la direction de la paie de bloquer tout simplement les salaires de ces personnes-là. Mais que fera le gouvernement de cet argent? S'il y a des sommes qui ont été destinées pour être payées à des gens, mais qui ne le sont pas payées, elles doivent être reversées au Trésor, n'est-ce pas? C'est de l'argent du Trésor qui doit rentrer au Trésor. À en croire le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Moukoko, le gouvernement a lancé un audit dans les services qui s'occupaient de la paie des fonctionnaires pour avoir plus d'éclairage et comprendre ainsi le circuit de la paie et traduire en justice les responsables de ces circuits défictifs. Parlons francophonie à présent. À quelques semaines du rendez-vous, les pré-visites se poursuivent. Après avoir été lundi sur les sites d'hébergement retenus pour le 14e sommet, les différentes délégations d'une dizaine de pays présents à Kinshasa ont jeté un coup d'œil ce mercredi sur les différentes infrastructures devant recevoir les sommets. Images et commentaires. Aéroport international de Ndjili. Les travaux sont largement avancés. Cette nouvelle piste d'atterrissage fera de l'aéroport de Kinshasa l'un des 4 grands aéroports d'Afrique. La nouvelle tour de contrôle, les travaux touchent bientôt à leur fin. Direction première rue Limété. Ici se trouve le charroi automobile qui servira aux chefs d'État et aux différentes délégations. Le stade des Martyrs. On remarque le chantier du village de la francophonie. Chaque pays membre de l'OIF et chaque province de la RDC exposeront leurs richesses. Autre site visité, le Palais du Peuple qui refait peau neuve. La salle des congrès abritera la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence des chefs d'État et des différents gouvernements. La salle du Sénat abritera, elle, la conférence de presse finale consacrant la clôture des assises. Le Palais de la Nation était également au nombre des sites visités. Après cette visite, les hôtes du Comité national d'organisation du sommet se sont dit émerveillés. Plus que quelques jours nous séparent de ce moment historique. Le Comité national d'organisation du 14e sommet met tout en œuvre pour que ce sommet soit une réussite. L'industrie minière congolaise serait-elle en train de redécoller? L'on serait tenté de répondre par l'affirmative, à considérer les nombreux mining qui foisonnent surtout au Katanga, mais il faudra également compter avec le retour annoncé du géant congolais de ce secteur, la Gécamine. Les investisseurs japonais sont en tout cas intéressés par la relance de cette immense entreprise minière. Suivez. Autrefois poumon économique de l'ancien Zaïre, avec une production ayant atteint des records, plus de 450 000 tonnes de cuivre en 1986, avant d'entamer lentement mais inexorablement sa descente aux enfers dès 1990, en raison notamment de l'embargo économique infligé au régime d'alors dirigé par Mobutu, la Gécamine, qui n'était que l'ombre d'elle-même, a depuis fin 2010 amorcé sa mutation sous l'impulsion du gouvernement Kabila. Cette ancienne entreprise publique, aujourd'hui société commerciale, qui reste tout de même la première et la plus grande du secteur minier quant à son potentiel et à son avenir, veut se relancer et devenir son propre opérateur minier. En quête donc de financement de son plan de relance en 6 axes appelé Plan stratégique de développement 2012-2016, les responsables de ces géants miniers ont échangé avec une délégation d'hommes d'affaires japonais venus évaluer les potentialités d'investissement en RDC. C'est bien sûr les possibilités d'investissement, les possibilités de créer des partenariats, des sociétés conjointes pour exploiter les gisements miniers. Et d'autres ont été intéressés à la partie de réduction des effectifs et de formation du personnel. D'autres aussi aux aspects de réhabilitation et de financement bien sûr. Ont intéressé la partie Gécamine. Mais que peut-on en attendre juste pour la Gécamine? Ce que nous espérons, c'est qu'ils ont trouvé les réponses à leurs questions et qu'ils viendront dans les secteurs qui les intéressent spécifiquement pour venir prendre langue avec Gécamine en particulier. Et samedi déjà, il y a une délégation qui va descendre à Lubumbashi, qui va visiter la région et ils ont pris rendez-vous avec nous aussi pour des discussions plus approfondies. Près d'1,5 milliard de dollars, c'est le montant requis pour résorber le retard de prospection, réhabiliter l'outil de production et moderniser les installations Gécamine, afin de faire grimper sa production à 100 000 tonnes de cuivre et 6 000 tonnes de cobalt.
C'est un fait très rare dans les entreprises, mais qui devient fréquent à la Société commerciale des transports et des ports. Il s'agit de causeries éducatives avec le personnel. La rangue de l'administrateur et directeur général Tito Oumba de ce lundi a réuni la direction de la police et pompiers de cette société. Une occasion pour lui de présenter la nouvelle équipe dirigeante du corps de police et pompiers. Aussi, certains policiers ont été promus. Des insignes de grade leur ont été remis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité en province au Kasaï oriental, bonne nouvelle pour la salubrité. Le chef de l'État, Joseph Kabila, vient de doter l'Office de voirie et drainage d'un premier lot de matériel important pour l'assainissement de villes de Mbuji-Mayi et Mweneditu. La cérémonie de remise symbolique de matériel s'est déroulée lundi sous la houlette du gouverneur Alphonse Ngoyi Kassanji. Des précisions avec Crispin Tubikoufa, notre correspondant depuis Mbuji-Mayi. Ces premiers lots de matériel destinés à l'Office de voirie et drainage, l'OVD, pour l'assainissement des villes d'Mbuji-Mayi et Mweneditu est constitué de 2 camions bennes basculantes, des groupes électrogènes, des tracteurs, des génies et pièces diverses. Merci, Excellence. Avant de poser ce geste symbolique, le gouverneur de province Alphonse Ngoyi Kassanji a eu des mots justes pour remercier le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour cette énième dotation qui concrétise encore une fois sa vision pour les Congo-Kinshasa. Nous devons remercier le président de la République qui certainement est en train de prouver chaque jour que sa vision de la modernité de notre pays est en train de se réaliser. Donc sûrement, petit à petit, on s'aperçoit que la volonté y est. Il traduit cette volonté par des actes. Aujourd'hui, fini pour l'OVD la location des camions bennes. Le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage a pour sa part expliqué les retombées positives de cette acquisition. Le ben, vous connaissez, sont les véhicules de chantier que nous appelons véhicules de liaison. C'est même les tracteurs que vous voyez là-bas. Dans le ben, il y a des dumpers. Les dumpers sont de petits engins de chantier qui facilitent les chefs de chantier quand on est à 200 mètres et puis les transports de sable, de gravier, au lieu qu'on puisse revenir à des bennes. L'actualité à l'étranger, l'Éthiopie sous les chocs. Le Premier ministre Meles Zenawi n'est plus. Il est décédé dans la nuit du lundi à mardi des suites d'une infection soudaine. Il n'avait pas été vu en public depuis plusieurs semaines et son état de santé faisait l'objet de beaucoup de rumeurs. Aussitôt, les réactions n'ont pas tardé. Pour Jacob Zuma, cette disparition est une tragédie absolue pour l'Afrique et le peuple éthiopien. Il était un dirigeant fort non seulement pour son pays, mais aussi pour les continents africains, a-t-il ajouté. Draper la constitution éthiopienne, c'est le vice-premier ministre qui devra assurer l'intérim. Et puis en sport, football, 48e Coupe du Congo prévue ce mardi. Les demi-finales ont été finalement reprogrammées ce mercredi. La raison, arrivée tardive des arbitres des rencontres. Retenez que ces 2 demi-finales se joueront en aller et retour avec les affiches Don Bosco, Dauphin Noir de Goma et Veti Club Amical Sportif Dragon. Justement, les monstres de Kinshasa qui ont connu une semaine assez mouvementée. Un mauvais vent a divisé les clubs en 2 avant que tout revienne à la normale. C'est la confirmation de Nikon Kosia, coach des Dragons, que nous avons joint depuis le Katanga. Suivez. Notre ambition, c'est de ramener le couple à Kinshasa. Moi, je sais très bien que dans l'équipe, on n'avait pas deux équipes, il n'y avait qu'un seul équipe. D'autres équipes là, d'autres temps-là, je sais qu'ils sont déjà arrangés avant que nous puissions quitter Kinshasa. Les Lens, c'est leur famille, ils étaient autour d'une table, donc il n'y a pas deux équipes. Il y a aussi d'autres, ceux qui sont restés à Kinshasa, ce sont les joueurs à qui on n'a pas sélectionné parmi les 25 ici. Donc, je ne sais pas bien presté. Donc, on ne fait pas du gâteau. Si le jeune n'est pas bien presté, on n'amène pas pour le plaisir de l'amener. Donc, tout le monde est ici. Donc, je ne pouvais pas beaucoup parler. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, nous sommes bien déterminés avec l'équipe et avec les renforts que j'ai fait au niveau de l'équipe. Donc, on a renforcé aussi l'équipe par rapport à ce que vous avez vu auparavant là. Donc, nous sommes vraiment au point par rapport à l'équipe passée. Donc, pour ce qui concerne la finance, je sais que je ne suis pas mieux placé pour vous dire ça, mais je sais que vous venez des billets du gouvernorat
Nous avons vu ça, c'est pour ça que nous sommes ici à Lubumbashi. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention et on se retrouve juste après pour la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Que dit la presse locale et électronique? Réponse dans cette sélection et présentation signée Eric Lukoki. Bienvenue. Merci Freddy. Alors on commence avec les journaux locaux qui abordent presque tous la visite de Didier Reynders à Kinshasa. Oui Freddy, le chef de la diplomatie belge est en visite de travail à Kinshasa. Il a rencontré lundi quelques responsables politiques congolais. La guerre dans l'Est avec la crise humanitaire qu'elle entraîne était au centre de cette visite. Alors pour la référence plus, le ministre belge des Affaires étrangères doit clarifier la position de son gouvernement sur l'épineuse question de l'implication du Rwanda dans cette nouvelle guerre. Elle doit en somme choisir son camp. En effet, continue le journal, alors que plusieurs capitales occidentales n'ont pas hésité de suspendre leur assistance à Kigali à la suite du rapport des experts de l'ONU mettant en cause l'ingérence rwandaise dans ce conflit. Bruxelles, lui, observe un silence complaisant face à ce conflit qui a déjà jeté dans la rue plus de 250 000 personnes. Appel entendu par l'ancienne métropole, serait-on tenté de dire. Forum des As affirme qu'après les USA, la Grande-Bretagne et les autres capitales occidentales qui ont pris de mesures de rétorsion à l'encontre de Kigali, la Belgique tire à son tour les oreilles à Kagame. Au-delà de la condamnation, la Belgique a formellement, indique le journal, demandé au pays de Paul Kagame de se retirer de la RDC. Cela n'est pas suffisant pour les démocrates, libéraux et écologistes belges, écrit pour sa part le quotidien L'Avenir, au lieu de se limiter à exprimer, je cite, son extrême inquiétude à propos de violences dans l'Est de la RDC, les autorités belges doivent se montrer beaucoup plus fermes vis-à-vis de Kigali et suspendre carrément l'aide militaire accordée à ce pays, car provient L'Avenir, tant que cela ne se fera pas, Kagame continuera à créer à volonté des rébellions avec la complicité de certains pays de la sous-région. Voilà, passons à ces sujets qui intéressent la presse continentale. C'est la tuerie des Marikana en Afrique du Sud, très médiatisée. Oui, Freddy, les médias du continent reviennent abondamment sur la tragédie de Marikana. Vous l'avez dit, cette tuerie qui a occasionné la mort d'une trentaine de mineurs en Afrique du Sud la semaine dernière. Alors, il est qualifié de tache noire sur la nation arc-en-ciel par le quotidien burkinabé L'Observateur. 34 mineurs abattus, tels de lapins de Garenne, s'apitoie le journal. 80 autres, des véritables miraculés, blessés par le même balle de la police sud-africaine. Le jeudi 16 août 2012, le site de la mine de platine de Marikana renvoyait au monde entier l'image d'un champ de bataille, conclut triste L'Observateur. Pour Guinée-Conakry Info, ce drame, ce massacre illustre ni plus ni moins une survivance certaine de l'apartheid et traduit en même temps une authentique relativité de la victoire que les Sud-Africains croyaient avoir remportée contre ce phénomène. Ce n'est pas qu'une simple vue de l'esprit ou une quelconque envie d'attiser le braise, mais le fait est que la totalité des grévistes de la mine de Marikana sont noirs, alors que les responsables de lendemain sont blancs. Se défend Guinée-Conakry Info. Les ouvriers et le patron se distinguent les uns des autres par des conditions de vie dont le rapport sont quasiment demeurés le même que sous le régime de l'apartheid. D'une certaine façon, finit le site d'information, les successeurs de l'icône Mandela sont vraiment interpellés. Le pays au Burkina pointe lui du doigt la police sud-africaine et son modèle sécuritaire qualifié d'anachronique. Avait-on besoin de tirer à balles réelles sur ces manifestants? N'y avait-il pas d'autres moyens pour dissuader ces grévistes que de les abattre comme des chiens sous le couvert de la légitime défense? Se questionne le journal
au bord des larmes. Et pour terminer, il n'est pas bon de les contrarier, surtout pas sur un plateau de télé. Ah oui, Floride, il n'est pas bon de fâcher. Mohamed Sabaka, ce député jordanien en colère, raconte 7sur7.be a brandi une arme à feu pendant une altercation avec son adversaire en plein débat politique à la télévision. Alors les députés discutaient sur la politique intérieure à mener en Jordanie lorsque le débat a dégénéré. Alors en colère, Mohamed Sabaka a traité son rival d'espion à la solde du régime syrien avant de tirer, enfin de jeter sur lui une chaussure au visage. Mais la violence a été beaucoup plus loin lorsque le politicien a carrément brandi son arme sur son adversaire. On peut voir en image, voilà. Oui, en image, on voit le politicien qui brandit donc son arme. L'animateur a bien tenté de s'interposer comme on voit, mais les deux hommes se sont mis à se battre en s'insultant. Et tout cela en direct à la télévision. Ça me rappelle déjà quelque chose que j'ai bien vécu ici à Kinshasa. Voilà, quand les vandalismes s'invitent à la télé, c'est vraiment très drôle. Très Merci drôle. Eric Lukoki pour votre revue. Merci à vous. C'en est fini pour cette revue de presse. Merci de votre fidélité. Suivez la suite de l'info sur télé50.com. À très bientôt pour un nouveau journal.